Mouek est avec nous en vidéoconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous rentrez tout juste, je crois, de la COP26 qui se déroule toujours en ce moment à Glasgow et vous l'écrivez sous forme de compte-rendu analytique ce matin dans l'AGFI, Gilles. Plus la coopération politique est difficile au niveau des États, plus la pression est forte désormais sur l'ensemble de l'industrie financière. C'est ce qu'il faut retenir sans doute de ce qui s'est passé ces derniers jours à Glasgow. En tout cas, c'est l'angle pour moi, travaillant dans l'industrie financière, parce que à la COP26, si on veut regarder les choses positivement, on peut se dire, en reprenant ces estimations de l'Université de Melbourne, que les engagements des uns des autres peuvent nous mettre juste à la limite de 2 degrés à l'horizon 2100 de réchauffement climatique, ce qui est formellement à peu près en ligne avec les objectifs de la COP, puisque je rappelle que l'accord de Paris, c'est moins de 2 degrés et 1,5 si possible. Donc voilà, on peut se dire que des avancées ont été faites, mais cela ne fonctionnerait que s'il y avait application absolue à 100% de l'ensemble des engagements qui ont été pris. Et sur un certain nombre de politiques spécifiques, par exemple sur le méthane, par exemple sur le charbon, on est encore très loin du compte. Et on a beaucoup de pays, en particulier de pays émergents, qui pour l'instant ne veulent pas renoncer au charbon, qui est la forme de fossile la plus nuisible. Donc je doute que l'on sorte de la COP26 avec énormément de réassurance, si vous voulez, sur la capacité à éviter un réchauffement climatique important dans les décennies qui viennent. Et du coup, la tentation va être forte pour l'opinion publique et pour les gouvernements aussi de faire reporter une grande partie de l'ajustement sur le secteur privé, bien évidemment sur les émetteurs de carbone, qui au premier chef sont bien évidemment les entreprises, mais aussi sur la sphère financière à laquelle on va demander de modifier de plus en plus l'allocation de capital pour favoriser ceux qui transitionnent bien vers le net zéro et punir entre guillemets ceux qui sont loin du compte. C'est absolument nécessaire, je ne remets pas ça en cause, mais il ne peut pas y avoir de substitution complète, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus attendre de la sphère financière de répondre à la totalité des défis qui sont actuellement portés par le réchauffement. Il y a des décisions politiques à prendre et pour l'instant, un certain nombre de ces décisions n'ont pas été prises. Si on regarde effectivement, alors du point de vue de l'écosystème financier, de l'industrie de la finance et de la gestion d'actifs notamment, j'ai été frappé, Gilles, par l'étude du Carbon Disclosure Project la semaine dernière, juste avant l'ouverture de Glasgow. Et c'est vrai qu'on baigne tous dans l'ESG quand on est dans le monde de l'industrie de la gestion d'actifs, avec une communication, un marketing très puissant quand même depuis plusieurs années de ce point de vue-là. Et l'étude du CDP, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, montre quand même que les fonds de gestion collective ne sont pas du tout alignés sur ces trajectoires 1.5. Évidemment, la finance n'est que la résultante en partie de l'économie réelle. Les entreprises ne sont pas elles-mêmes alignées sur les trajectoires 1.5, mais au moment où l'épargnant final est en train de prendre conscience que son épargne, ses placements peuvent avoir un impact, est-ce qu'on a en face les bons produits dans l'industrie qui permettent justement de garantir cet impact, Gilles? Moi, c'est ça qui m'a frappé dans cette étude, c'est cette espèce de grand écart, encore une fois, entre un marketing très puissant, une prise de conscience des épargnants et finalement une intersection qui est très difficile à trouver. Je pense qu'on va quand même faire des progrès assez rapides en la matière, particulièrement en Europe, grâce à l'impact de la régulation. La régulation SFDR qui précise en fait la classification des fonds en fonction de leur contenu ESG, va quand même, à mon avis, provoquer une prise de conscience, va faciliter surtout les choix pour les consommateurs finaux entre différentes offres ESG, avec une exigence de transparence qui sera beaucoup plus forte que dans la situation dans laquelle on était encore il y a quelques années, dans laquelle les fonds ESG ressortaient de démarches volontaires des gestionnaires d'actifs avec des approches, avec des méthodologies qui étaient souvent extrêmement différentes. Donc une vraie difficulté pour des investisseurs à trouver les produits qui correspondaient à leurs besoins. Ça va être progressivement simplifié grâce à la régulation. Le deuxième élément, c'est ce qui se produit du côté des obligations de publication d'informations non financières pour les émetteurs eux-mêmes. Ça, c'est la fameuse directive
projet de directive CSDR qui va normalement, on l'espère à partir de 2023, préciser les conditions dans lesquelles les entreprises elles-mêmes, les entreprises du secteur réel, vont reporter sur leur trajectoire de soutenabilité, sur leur trajectoire vers le net zéro. Donc l'écosystème va s'améliorer du fait de la régulation. Ça va permettre une plus grande clarté, une plus grande transparence dans la concurrence. Et vous en voyez déjà un certain nombre d'effets, puisqu'on a déjà une première classification des fonds selon ces critères ESG clarifiés par la Commission européenne. Et c'est très clair que les clients demandent les portefeuilles, les fonds qui sont les mieux classés de ce point de vue-là sont les fameux articles 9, un tout petit peu moins les articles 8, et les fonds qui ne répondent absolument pas aux exigences ESG, donc ce qu'on va trouver dans les articles 6, sont de moins en moins demandés. Donc on voit déjà les choses commencer à se simplifier. Mais un point quand même à garder en tête, et ça c'est problématique pour les gestionnaires d'actifs qui interviennent sur une globalement. L'Europe est très en pointe. L'Europe va avoir une classification, une taxonomie, des obligations de disclosure de la part des émetteurs. On est très très loin du compte dans d'autres régions. On ne les a pas aux États-Unis, on est très loin du compte en Asie également, et on a un risque en fait de création de standards, de méthodes très différents d'un continent à l'autre, qui risque de rendre les choses un peu compliquées pour les acteurs les plus globaux. Effectivement, un effort de standardisation qui a encore beaucoup de travail à faire. Mais d'une certaine manière, vous dites l'étude du CDP, c'est une photographie qui appartient au passé, Gilles. Si on refait, j'imagine que le CDP refera l'étude chaque année, mais si on refait l'étude en 2022, vous dites on arrivera quand même à des résultats beaucoup plus probants. Les choses peuvent s'accélérer de ce point de vue-là. Les choses peuvent s'accélérer parce que cette transparence, cette exigence de clarté dans ce qui est fait en matière de finances soutenables, c'est déjà en chantier, même plus qu'en chantier, ça va être applicable dans les 2 années qui viennent dans l'Union européenne. Et là où les progrès sont plus lents, par exemple aux États-Unis, on sent également un bouger. Je prends un exemple, la SEC, jusqu'à l'arrivée de l'administration Biden au pouvoir, avait toujours refusé de considérer les questions de finances soutenables. Ça considérait que ça ne faisait absolument pas partie de sa mission. Depuis le mois de janvier 2021, curieusement, la SEC, qui est sous contrôle direct de l'exécutif aux États-Unis, intervient de plus en plus clairement en matière de finances soutenables, en demandant par exemple aux gestionnaires d'actifs américains d'être plus clairs dans leurs critères de soutenabilité. Donc on y arrive, on y va. C'est pour ça que cette photographie, voilà, à mon sens, elle ne nous dit pas grand-chose en fait sur ce qui se passe en réalité du côté de l'activité des gestionnaires d'actifs. Je peux vous garantir, parce que je l'expérimente chaque jour de manière très très concrète, c'est probablement la priorité numéro 1 du haut management de la plupart des gestionnaires d'actifs actuellement, en tout cas en Europe. Bon, venant de ce sujet, la séquence Banque Centrale qui se termine cette semaine peut paraître un peu secondaire, Gilles, mais quand même, il faut en dire un mot. Si la Fed est évidemment la banque centrale à suivre, et on a eu la communication de Jérôme Powell à l'issue du FOMC cette semaine, qu'est-ce qu'on peut en retenir, Gilles ? Jérôme Powell semble pour l'instant garder le contrôle, là où d'autres banques centrales sont beaucoup plus agitées, on va dire. Non, moi je suis assez épaté par la maîtrise de Powell dans cette affaire-là, parce que c'est vraiment compliqué à conduire, parce qu'à la différence de la BCE par exemple, dans le cas de la Fed, il n'y a qu'un seul programme de QE. Donc une fois que vous l'arrêtez, ou en tout cas une fois que vous en réduisez la portée, il n'y a pas de seconde chance, alors que dans le cas de la BCE par exemple, il y a un programme dont on sait a priori qu'il va s'arrêter en mars, c'est le PEP, mais il y en a un autre avec lequel on peut jouer encore pendant quelque temps. Alors voilà, les défis sont beaucoup plus proches pour la Fed, et je trouve qu'il s'en tire très bien. Je pense qu'il a eu absolument raison de refuser de se laisser prendre dans une discussion sur le pricing de marché, qui attendait sans doute de sa part une forme d'approbation sur l'idée qu'une hausse des taux en 2022 était nécessaire, était un done deal. Il a refusé de se lancer dans ces discussions-là. Son analyse de la situation macro a été une analyse très ouverte, avec certes la reconnaissance du fait que
l'inflation est là, mais en se tenant sur la substance, sur cette idée qu'elle reste transitoire. Et du côté de l'autre grand indicateur que suit la Fed, à savoir l'emploi, il a été très clair. Pour lui, il n'est absolument pas clair qu'on est si proche que cela du plein emploi. Autrement dit, on a une Fed qui nous dit aujourd'hui, voilà, il est temps de commencer à normaliser, on le fait du côté du QE, mais même sur la vitesse de tapering, la Fed s'est gardée énormément de marge de manœuvre, puisque les 15 milliards, c'est valable pour novembre et décembre. À partir du mois de janvier, la Fed se réserve le droit de modifier le rythme de tapering selon l'évolution de la conjoncture et l'évolution de ses prévisions. Et sur les taux, on verra plus tard. Et je pense que voilà, c'est un discours assez carré et qui passe assez bien. Bon. Petite question sur la Banque d'Angleterre. Est-ce que c'est un problème? Parce qu'on voit la Banque d'Angleterre, la Banque d'Australie, même la BCE a du mal parfois à bien communiquer au marché ce qu'elle peut avoir en tête. Ça pose la question, d'ailleurs, c'est un peu ce que dit Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, pour se défendre. Est-ce que c'est le rôle des banquiers centraux de piloter comme ça aussi finement les attentes de marché? Andrew Bailey qui s'est quand même complètement fait prendre à revers, puisqu'il signale une hausse de taux qu'il ne délivre pas. Ce qui fait un peu partie de la tradition de ce que j'ai compris de la Banque d'Angleterre. Est-ce que ça reste très Banque d'Angleterre spécifique, ou est-ce qu'il y a un sujet autour de cette communication aujourd'hui des banques centrales? Là-dessus, j'étais surpris de la décision ou de la non-décision de la Banque d'Angleterre. Pas sur le fond. Je pense que sur le fond, il était absolument pas nécessaire du tout que la Banque d'Angleterre augmente ses taux hier. En revanche, j'ai été très très surpris de la valse hésitation en termes de communication, et encore plus surpris de la justification qui a été donnée par Bailey dans cette interview. Mais bien sûr que si, que c'est le rôle des banques centrales de conduire le pricing du marché. C'est même comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'appelle la forward guidance. C'est pour ça que les banques centrales ne se contentent pas simplement de se réunir une fois toutes les 6 semaines et de décider de ce qu'on fait aujourd'hui, mais qu'elles essaient de donner une indication de là où on va, quelles sont les conditions qui les conduiraient à remonter les taux ou pas. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi ça fait partie du boulot? Tout simplement parce que si on laisse le marché se lancer dans des anticipations qui ne correspondraient pas à ce que la Banque centrale souhaite, on va se retrouver dans une situation dans laquelle on a un durcissement des conditions financières spontanées du fait de ces anticipations du marché, et ce durcissement des conditions financières, elles vont avoir un impact effectif, un impact réel, un impact aujourd'hui sur l'horizon, sur les prévisions, sur l'activité économique. Si on ne dit rien et si on laisse le marché pousser les feux, on va se retrouver dans une situation dans laquelle une banque centrale pourrait être amenée, par exemple, à revoir à la baisse ces anticipations de croissance, parce qu'elle sera obligée de tenir compte du fait que les taux d'intérêt à long terme sont remontés du fait de la pression de marché. Donc il est absolument vital pour une banque centrale de conduire, de tenir ces anticipations. Ce n'est pas tout le travail des banques centrales, et les banques centrales ne sont pas obligées de tenir le marché par le bras, d'être absolument ultra clair à chaque fois et tous les jours, mais dans la mesure où Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, avait pris une position quand même très forte, une communication qui ne laissait pas énormément de place à l'ambiguïté, et bien sûr que si, que le marché avait quelque part raison de pricer ce qu'il a pricé. Donc voilà, c'est pas forcément très nouveau dans le cas de la Banque d'Angleterre. Dans le cas de la BCE, ce qui est rassurant, c'est que le premier étage de la fusée a été problématique en termes de communication, puisque ça s'est mal passé la semaine dernière. À mon avis, à tort. Parce que moi, je bouillais dans mon siège la semaine dernière en voyant le marché réagir aux propos de Christine Lagarde. Parce que sur la substance, sur le fond de ce que disait Christine Lagarde, c'était dovish. Et le marché n'a pas voulu l'entendre. Mais ensuite, on a eu cette mobilisation d'autres porte-paroles de la BCE, et les choses sont entrées dans l'ordre. Mais si, bien sûr que ça fait partie du rôle des banques centrales de tenir compte et de répondre aux anticipations du marché. Merci beaucoup, Gilles. Merci d'être avec nous ce vendredi encore. Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA, en visioconférence depuis Londres.